Je vais commencer cette vidéo par un petit exercice. Je vais vous demander de visualiser une scène assez simple. Vous pouvez fermer les yeux maintenant si vous le souhaitez, ou vous pouvez les garder ouverts, c'est à vous de voir ce qui vous aide le plus à visualiser. Je vais vous demander de visualiser un gros citron bien jaune posé devant vous sur une petite assiette blanche. Et alors que vous voyez ce citron, imaginez un couteau posé sur cette assiette. Imaginez-vous prendre ce couteau et couper un quartier de citron. Alors que vous coupez le citron, vous pouvez voir qu'il est gorgé de jus parce que le jus coule sur la peau du citron. L'odeur acide de l'agrume se dégage déjà dans l'air et vous pouvez le sentir par vagues. Coupez encore une moitié en deux. Une fois que vous avez fini de le couper, prenez un quartier et croquez dedans à pleines dents, ce qui vous provoque une vague d'acidité dans la bouche. Le jus est très frais et extrêmement acide, et plus vous vous imaginez mordre dans ce citron, plus ça vous fait saliver. La grande majorité de ceux qui ont décidé de faire cet exercice ont salivé. C'est une réaction normale, le corps se prépare à boire un jus très acide et répond en salivant. C'est une réponse automatique de votre corps. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est qu'il n'y a vraiment pas de citron devant vous. Et même si vous le savez, vous avez quand même salivé. Ça prouve une nouvelle fois que votre imagination peut avoir un impact réel et physique sur votre corps, comme on a déjà pu le voir dans la vidéo sur l'effet placebo ou sur les rêves lucides. En fait, l'hypnose est souvent un phénomène pas très bien compris du grand public. Dans la culture populaire, on a l'impression qu'être sous hypnose revient à être une sorte de zombie à la merci de l'hypnotiseur, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais avant de parler d'hypnose en détail, il va falloir définir quelques termes. Qu'est-ce que l'hypnose ? Donc si je vous disais que tout le monde a sa propre définition de ce qu'est vraiment l'hypnose, est-ce que ça vous aide ? Non ? Bon, le moins que je puisse dire, c'est que l'hypnose n'est vraiment pas un sujet clair et précis. Quand on se renseigne un petit peu, on trouve des contradictions partout quant à ses effets, ses techniques et même quant à ce que c'est. Tout le monde a sa propre définition. Et pour vous dire, même moi j'ai ma propre définition de ce qu'est l'hypnose. Bon, par contre, on va essayer de rester aussi général que possible et on va définir ça comme un état de conscience altéré dans lequel une personne va être plus sensible aux suggestions. Et ce que j'entends par suggestion, c'est ce qui sera littéralement dit et suggéré à la personne sous hypnose. Donc vous serez extrêmement détendu, un peu comme quand vous êtes en train de vous endormir. Si vous êtes déjà endormi à côté de gens en train de parler, vous avez remarqué que vous pouviez entendre leur voix, mais que vous y prêtiez simplement de moins en moins attention jusqu'à que vous ne les entendiez plus du tout et que vous vous endormiez. C'est un peu la même chose avec l'hypnose. Vous bloquez progressivement le monde extérieur et vous tournez votre attention intérieurement. Si vous atteignez cet état avec un hypnotiseur, votre imagination sera guidée pour atteindre différents résultats, selon la raison pour laquelle vous vous faites hypnotiser. Cet état de relaxation et de suggestibilité s'appelle une transe hypnotique. Je vais donc aussi clarifier ce qu'est une transe. Une transe est un état second de conscience où l'on est complètement absorbé par une seule et même chose, bloquant totalement ou partiellement le reste. Une transe, c'est le fait d'être plus absorbé par ce qui se passe à l'intérieur de nous plutôt que ce qui se passe à l'extérieur de nous. Un exemple pourrait être quand vous êtes en classe et que vous êtes dans la lune. Vous pouvez être réveillé, même les yeux ouverts, mais vous n'êtes pas présent. Vous êtes en train de vagabonder dans votre tête quelque part. Une transe hypnotique sera atteinte grâce à une collaboration entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. L'hypnose n'est pas quelque chose de passif, la personne hypnotisée doit accepter de suivre les suggestions données par l'hypnotiseur pour qu'il puisse y avoir des résultats. Dans cette vidéo, on va donc regarder un peu plus près ce qu'est et ce que n'est pas l'hypnose, à quoi ça peut servir, et on va aussi essayer de clarifier certaines idées reçues sur le sujet. Donc tu dors maintenant, parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des faits impressionnants sur l'hypnose. Numéro 5, l'hypnose ne date pas d'hier. Si on accepte que l'hypnose est le fait de mettre quelqu'un en transe en dirigeant et en concentrant son attention sur une chose précise, alors l'hypnose est aussi vieille que l'homme. On peut retrouver dans toute l'histoire écrite beaucoup de rites ou de pratiques faites pour mettre des gens en transe. Les premières traces de ce qu'on peut appeler l'hypnose remontent à plus de 300 000 ans avant JC et se trouvent en Égypte. Des prêtres égyptiens mettaient en transe des gens dans les temples du sommeil pour les guérir. Il existe aussi des textes romains, perses, chinois et hindous parlant de pratiques qu'on pourrait qualifier d'hypnose. Je pense personnellement que même la méditation ou la prière peuvent être des moyens pour atteindre une transe et peuvent donc être considérés comme des techniques d'auto-hypnose. Donc selon la définition qu'on a de l'hypnose, ça peut remonter assez loin. Maintenant, quand on parle d'hypnose moderne, deux personnes sortent du lot. La première personne est Franz Anton Mesmer, un Allemand inventeur du magnétisme animal. Le magnétisme animal est considéré comme les débuts de l'hypnose contemporaine. L'idée de Mesmer était que chaque homme pouvait guérir son prochain en manipulant ce qu'il appelait les fluides naturels. Il a commencé à pratiquer ça à l'aide d'aimants qui faisaient passer à certains endroits du corps du sujet, mais finalement a arrêté de les utiliser, n'utilisant ensuite que ses mains. À l'époque déjà, ces pratiques divisaient la population entre ceux qui pensaient que Mesmer était un charlatan et ceux qui pensaient qu'il avait découvert un truc de malade. La deuxième personne qui me vient en tête est Milton Erickson, qui est la personne la plus influente du XXe siècle dans ce domaine. Il est responsable de la création de nombreuses techniques et même du style d'hypnose qui porte son nom, l'hypnose ericksonienne.
Ce mec-là est à l'origine de beaucoup d'inductions rapides comme la technique de poignée de main par exemple. Ces techniques ont révolutionné l'approche moderne de l'hypnose se basant sur des techniques indirectes et permissives plutôt qu'autoritaires. Erickson a aussi mis en place des techniques d'hypnose par confusion et de nombreuses thérapies. Mais il n'y a pas non plus que ces deux personnes-là. Pendant tout le XXe siècle, l'hypnose a été étudiée par un grand nombre de personnalités, dont des médecins, des thérapeutes, et a aussi fait l'objet de spectacles publics pour démontrer ses effets de façon dramatique. L'hypnose est donc doucement entrée dans la culture populaire, mais reste encore très mal comprise. Numéro 4, les effets de l'hypnose ont été prouvés scientifiquement. Comme je l'ai mentionné avant, l'hypnose a toujours beaucoup divisé les gens, et ça a été pareil pour la communauté scientifique. Depuis le XVIIIe siècle, la communauté scientifique se demande si la transe hypnotique a réellement quelque chose de différent avec l'état normal d'une personne, ou si les changements sont simplement dus à l'imagination des sujets. Beaucoup d'études furent menées, mais sans jamais amener une preuve certaine du fait que l'hypnose était bel et bien quelque chose de plus que de l'imagination et de la détente. Aujourd'hui, le débat n'est plus est-ce que l'hypnose existe vraiment, mais plutôt qu'est-ce que l'hypnose ? Des effets de l'hypnose ayant été prouvés scientifiquement. L'étude menée en 1997 par le professeur Stefan Koslin a pu le démontrer. Cette étude a été menée sur 8 personnes extrêmement sensibles aux suggestions hypnotiques. Devant les sujets se trouvait une palette de dégradés de gris, et l'hypnotiseur leur demandait d'imaginer que le gris était différentes couleurs. Ils ont pu alors remarquer que l'activité du cerveau des sujets sous hypnose était extrêmement similaire à s'ils voyaient réellement les couleurs devant eux. Ces résultats ont donc soutenu la thèse que l'hypnose est un état de conscience particulier, distinct du sommeil ou de l'éveil, et que cet état nous permet d'accéder à des capacités qui ne nous sont pas disponibles dans notre état de conscience habituel. Numéro 3, les bénéfices de l'hypnose. Mis à part le fait d'utiliser l'hypnose pour se détendre et se relaxer, beaucoup l'utilisent pour régler certains problèmes. Je dirais que les effets de l'hypnose peuvent être extrêmement similaires aux effets d'un placebo. Beaucoup d'effets différents peuvent être atteints grâce à une transe hypnotique. On peut induire des amnésies comme le fait d'oublier son prénom ou son numéro, des hallucinations positives ou négatives, c'est-à-dire qu'on peut voir des choses qui n'existent pas ou alors on ne voit pas des choses qui existent. On peut aussi bloquer des sensations, c'est-à-dire que la personne ne sera plus sensible au chaud ou froid par exemple. L'hypnose facilite aussi le fait de changer des croyances, des habitudes, des réflexes, donc ça peut littéralement faire des miracles. Si la connexion entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé est bonne, c'est-à-dire que l'hypnotiseur arrive à trouver des idées et des mots parfaits pour le sujet en question, alors il pourra vraiment aider la personne à changer. Il existe beaucoup d'applications à l'hypnose, par exemple de plus en plus de cabinets dentaires commencent à utiliser l'hypnose à la place d'anesthésiant. Tout comme les placebos, l'hypnose peut effacer la douleur. Il y a aussi des cas d'opérations mineures réalisées sans anesthésion, simplement à l'aide d'hypnose. On peut aussi utiliser l'hypnose pour changer de mauvaises habitudes, donc l'hypnose marche très bien sur certaines personnes pour arrêter de fumer par exemple ou pour perdre du poids. On peut aussi utiliser l'hypnose et la visualisation pour préparer un événement physique ou mental comme une compétition par exemple. Bref, l'hypnose a un énorme potentiel surtout quand on souhaite induire un comportement spécifique à un moment particulier. Numéro 2, les limites de l'hypnose. Parce que l'hypnose est entourée de mystères, on peut lui attribuer toutes les vertus qu'on souhaite. Mais qu'est-ce que l'hypnose ne fait pas ? Une première limitation de l'hypnose est que vous ne pourrez jamais faire des choses physiquement impossibles quand vous êtes sous hypnose. Donc télépathie, télékinésie, a priori on oublie. Un hypnotiseur pourra vous faire croire que vous le faites par contre. Par exemple, il pourra créer des hallucinations sous hypnose, donc il peut vous faire croire que vous déplacez un objet, mais l'objet ne se déplacera pas réellement. L'hypnose ne peut pas non plus vous empêcher de vieillir et pour autant qu'on le sache aujourd'hui, ne peut pas vous guérir de maladies physiques graves comme le cancer ou même de maladies psychologiques graves comme les dépressions ou les schizophrénies lourdes. Il existe aussi un débat sur le fait de retrouver des souvenirs perdus sous hypnose ou même de revivre des vies antérieures. Aujourd'hui, il n'existe aucune preuve sérieuse pour soutenir cette théorie. L'hypnose est un état de docilité accrue. On accepte les suggestions de l'hypnotiseur qui guident notre attention alors qu'on est dans cet état de transe. Comme nous avons pu le voir dans l'épisode sur la mémoire, nos souvenirs sont reconstruits à chaque fois que nous les remémorons. Des détails peuvent être ajoutés, effacés ou déformés, et de faux souvenirs complets peuvent être créés. Le fait d'être dans une transe hypnotique nous rend justement plus susceptibles de déformer nos souvenirs ou d'en créer de nouveaux en ne faisant que suivre les suggestions de l'hypnotiseur. Les souvenirs récupérés sous hypnose auront plus tendance à être de l'imagination qui se fait passer pour un souvenir plutôt qu'un souvenir réel. Numéro 1, les risques de l'hypnose. Donc je préfère commencer ce paragraphe en vous disant que je pense beaucoup de bien de l'hypnose et je suis convaincu que ça a un potentiel énorme, tout comme peut l'avoir l'effet placebo par exemple. Étant donné que c'est quelque chose de bien réel et que les techniques de base sont relativement faciles à apprendre, alors il est vrai que l'hypnose peut être mal utilisée par certains. Comme tout rapport de confiance peut être abusé, la relation de docilité entre l'hypnotiseur et l'hypnotiseur peut l'être aussi.
Les spectacles d'hypnose sont souvent champions dans ce domaine. Je me rappelle d'une anecdote d'un hypnotiseur qui a raconté qu'une femme était montée sur scène et qui lui avait donné la suggestion qu'elle ne pouvait plus trouver sa poitrine. Elle la chercha alors et fut surprise et apeurée de ne plus la trouver. Alors qu'elle était dans cet état, le public était complètement hilar et son mari assis devant ne se privait pas non plus de s'esclaffer. Elle est donc tombée dans un état d'anxiété et de dépression, et même une fois la suggestion retirée, cette femme est restée avec le sentiment que son mari ne serait pas là pour elle dans les moments où elle en aurait vraiment besoin. Une autre façon d'abuser de l'hypnose serait de ne pas prendre le temps de s'assurer que la personne ait réellement repris ses esprits complètement. Des gens peuvent sortir d'une séance en se pensant encore sous hypnose et peuvent se sentir fatigués et désorientés. Mais il existe potentiellement plus dangereux encore que ça. Un hypnotiseur pourrait potentiellement vous pousser à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. Donc je sais que le consensus sur le sujet dit qu'il est impossible de pousser quelqu'un à faire quelque chose qui va contre son éthique, mais je dois dire que je suis sceptique. Il est dit qu'il est impossible de faire sauter quelqu'un d'un toit parce qu'il est sous hypnose par exemple. Mais je pense que le contexte de la suggestion joue beaucoup. On pourrait dire au sujet qu'il est dans un champ immense et qu'à 100 mètres devant lui se trouve une maison. On peut lui demander d'aller vers la maison jusqu'à qu'il tombe du toit par exemple. Sauter d'un toit va contre son instinct de préservation alors que marcher dans un champ, non. Il existe aussi un cas assez vieux d'utilisation d'hypnose pour commettre un braquage. C'est un cas qui date des années 30 et qui se passe au Danemark. Il a été relaté dans le livre Secret Don't Tell de Carla Emery. L'histoire se résume de cette façon. Björg Nelson hypnotisa Pallier Hardub de façon répétée pendant 4 ans lors de leur séjour en prison. Il le fit soumettre à la vue d'une croix, d'un X. À chaque fois que Pallier voyait le X, il devenait complètement docile et attendait les instructions de Nielsen. Une fois hors de prison, Nielsen finit par envoyer Pallier braquer une banque et lui ordonna de lui donner tout l'argent, ce qu'il fit. Une fois que l'argent du premier braquage fut fini, Nielsen envoya une nouvelle fois Pallier pour faire un deuxième braquage, mais les choses ne se passèrent pas aussi bien que la première fois. La caissière refusa de lui donner l'argent et fit sonner l'alarme, ce qui fit sortir Pallier de sa transe. Dans la panique, il tira et tua la caissière, puis se fit arrêter par la police. L'histoire se fit connaître pendant le procès. Un hypnotiseur professionnel du nom de Reiter étudia le cas. Il déclara qu'il ne pensait pas que cette situation était possible jusqu'à cette histoire. Pour prouver ses dires, il hypnotisa même un membre du jury pour aller tuer un membre de l'audience. Avec ce qui n'était qu'une arme factice bien entendu, donc il n'y a pas eu de mort, mais la personne du jury avait vraiment appuyé sur la détente. Donc il aurait potentiellement pu avoir un mort. Pour résumer tout ça, je vous conseille d'utiliser l'hypnose parce que ça peut vous permettre d'explorer encore une nouvelle partie de vous-même. Mais je vous dirais simplement de le faire avec une personne de confiance, surtout si vous êtes seul. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais remercier tous ceux qui ont décidé de me soutenir financièrement sur Tipeee et vous pouvez faire la même chose grâce au lien que vous trouverez sous cette vidéo. Vous pouvez aussi cliquer ici puis ici pour avoir des notifications à chaque fois que je poste un nouvel épisode. Vous pouvez aussi trouver les musiques utilisées et les sources de cet épisode. La semaine prochaine, on va regarder les définitions les plus recherchées sur Google en 2015. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. Que de l'imagination et de la détente. Aujourd'hui, le débat n'est plus est-ce que l'hypnose existe vraiment, mais est-ce que... Aujourd'hui, le débat n'est plus est-ce que l'hypnose